enchanté, moi je m'appelle Loïc Lavergne, je suis Chief Digital Officer, donc je gère juste le numérique chez ViaLife depuis quelques années maintenant, et puis tous les pôles innovation de la société. Le but aujourd'hui, c'est de montrer un peu toute notre suite d'outils qui permettent à nos yeux de consommer la presse numérique un petit peu différemment de ce qu'on connaît. Alors on n'a pas réinventé la roue, mais on l'intègre extrêmement bien dans un processus d'accès au magazine. Et notre but, c'est pas de remplacer le papier et de dire que le papier va mourir. On pense que ça peut fusionner et se marier correctement. Mais il y a quelque chose à faire pour qu'on arrête de swiper un PDF sur un écran de 6 pouces. Parce que le tactile du print peut se retrouver en sensoriel d'une manière ou d'une autre dans le digital. Alors, pour faire juste un aparté 2 minutes sur ViaLife, que vous connaissez peut-être depuis 25 ans avec viapresse.com, qui est du coup, collecteur d'abonnements historique avec des différents canaux d'acquisition. On retravaille la communication autour du groupe ViaLife, qui est le vrai nom de la marque au-dessus, pour parler des autres entités, notamment Discover Press, qui est donc une application de prise en main numérique dans des circuits fermés comme les hôtels, les comités d'entreprise, les salons de coiffure, avec 50 à 150 titres de presse qu'on met à disposition d'utilisateurs. Mais c'est limité, ça change tous les mois. Le but, c'est pas de flouder avec un caféine similaire, mais de vraiment faire découvrir la profondeur du catalogue. On a Comptoir Presse, qui est un canal d'acquisition de vente à domicile, donc c'est pas du porte-à-porte, c'est littéralement des réunions Tupperware ou Thermomix, mais pour aller vendre de la presse. Donc on a des vendeurs à domicile indépendants qu'on forme à vendre de la presse et qui permettent de faire de la vente ciblée dans des réunions où les gens sont volontaires à aller et auxquelles on discute de différentes thématiques autour de la presse. Et enfin, ViaLife Digital, qui est un peu le support technique sur lequel la société repose dans la consommation du numérique et les diffusions innovantes et applicatives, qui du coup regroupe toute cette suite d'outils et les pôles R&D. Donc on se veut être le partenaire de toute la chaîne d'innovation et de consommation numérique, et pas simplement fournir une brique technique et de dire voilà, vous avez une liseuse ou vous n'en avez pas, vous en souhaitez une, on vous la fournit et on s'arrête là. Le but, c'est vraiment de se dire on sait qu'il y a des choses qui existent sur le marché, on en a pour nous sur viapresse.com depuis des années. Avec le Covid notamment, on peut les mettre à disposition des éditeurs en marque blanche. Mais une fois qu'on fait ça, avec cet ADN d'innovation, où est-ce qu'on peut aller plus loin pour discuter avec vous de si on vous efface la difficulté technique ou les temps de migration ou d'installation, qu'est-ce que vous créez comme contenu et quelle formule d'abonnement et d'enrichissement d'abonnement vous pouvez aller chercher grâce à des outils où vous n'avez pas passé 6 mois de cahier des charges, 2 ans d'intégration et d'installation. Donc, vous connaissez ce qui existe sûrement sur le marché des éditeurs de presse en termes de prestations numériques. Il y a l'archivage, vous déposez vos PDF, vous déposez vos articles si vous les avez sur des serveurs. Le prestataire les absorbe, donc c'est ce qu'on fait aussi. On est capable, si vous n'avez pas d'articles, d'extraire les articles du PDF en reprenant tous les métatags, donc les noms d'auteurs, les sous-titres, les titres, les images, si c'est en gras ou en italique. Mais le but, c'est d'avoir vraiment ce contenu textuel décorrélé d'une mise en page de maquette PDF compliquée. On les intègre dans des flux de données. Alors les flux de données, ça regroupe la gestion de la bibliothèque utilisateur, les droits d'accès, avec est-ce que l'utilisateur est abonné, à quoi il est abonné, combien de temps, etc. Et la diffusion sous forme de liseuse. Et c'est là où on met le mot liseuse entre guillemets, puisqu'on souhaite ne pas s'arrêter au PDF. Mais ça existe, donc on le fait, parce que c'est nécessaire. On le faisait déjà pour viapresse.com. Mais on souhaite aller plus loin. Alors déjà initialement aller plus loin, ça veut dire se positionner côté éditeur et pas de notre côté à nous, et de se demander quelles sont les problématiques éditeurs. Alors on fournit une API, donc je parle un petit peu technique 2 secondes, mais c'est donc la gestion du catalogue. Nous on va se brancher sur des gestionnaires d'abonnement. On discute notamment avec GLI en ce moment pour éviter à l'éditeur de se dire si je prends un prestataire qui a une liseuse, je dois gérer, est-ce qu'il a le droit de lire les droits d'ouverture, etc. Nous, on n'est pas là pour dire voilà le système, débrouillez-vous. On va directement parler aux éditeurs et à leur système, et on va directement parler aux gestionnaires d'abonnement pour effacer la complexité de migration. Donc un éditeur qui travaille avec des EDIS ou des GLI, quand il doit passer d'une liseuse à une autre, on a absorbé toutes les problématiques de est-ce qu'il a le droit de le lire, comment, sur le web, sur le mobile, etc. Donc la gestion des droits d'accès, on l'a un petit peu amélioré aussi, parce que se brancher sur les gestionnaires d'abonnement,
C'est pas simplement dire il peut le lire ou il peut pas le lire, c'est aussi offrir des possibilités supplémentaires, que ce soit pour des campagnes temporaires. Donc on a eu des cas comme la semaine de la presse à l'école où des éditeurs nous appelaient en disant on est vendredi et lundi on aimerait diffuser pendant une durée déterminée à des professeurs avec des options de téléchargement du magazine ou de recherche de texte notre magazine dans une liseuse qui n'a pas besoin d'un abonnement ou d'un utilisateur. Et donc ça on est capable de le faire puisqu'on a cette flexibilité d'ouverture, de fermeture des droits. Et j'en reparlerai après, mais ça ne s'arrête pas, là c'était un cas concret, mais ça ne s'arrête pas juste à l'abonnement. On peut aller à ouvrir les droits que sur un article ou que sur, j'en reparlerai après, un mode audio et pas forcément que le PDF. Et donc la gestion des liseuses, bon ça c'est classique, c'est la redirection vers différents liens pour consommer vos contenus. Sur le mobile, parce que c'est important aussi, on a un framework, donc c'est une brique technique, une boîte noire qu'on fournit. Si vous avez une application, vous la mettez dedans et ça gère tout. Ça gère les modes hors connexion, ça gère les comptes utilisateurs, ça chiffre toutes les données. Et en fait, un développeur technique de côté éditeur, il a juste à prendre cette brique et à l'intégrer. Et globalement, ça simplifie tout le process. Ça gère tous nos appels à l'API et donc intrinsèquement tous les appels au gestionnaire d'abonnement. Et ça embarque les liseuses adaptées en natif aux dernières technologies, sur les derniers téléphones, et qu'on adapte quotidiennement parce qu'on a des téléphones qui se plient maintenant. Donc nous, on recherche à faire ça. Donc maintenant, on a des Samsung Galaxy Fold où on a une page du PDF sur un bout de l'écran et sur l'autre. Et puis quand on ferme ou qu'on plie le téléphone, ça fait comme un livre. Donc on cherche ce genre d'innovation et c'est des choses qui sont incluses dans cette brique technique. Donc quand on le met à jour, tout le monde en profite. Ça va un tout petit peu plus loin aussi puisque des éditeurs n'ont pas forcément la capacité de développer des applications ou n'ont pas envie de passer par 6 freelance, donc on a la possibilité de développer des applications. On n'a pas un framework, un template d'application où on change le logo et la couleur, on s'installe vraiment avec l'éditeur. On est capable d'avoir des designers en interne qui ne sont pas des freelances refacturés, des développeurs en interne de la même manière, où on se demande, voilà, vous voulez quoi ? Vous voulez juste une app de liseuse, vous voulez des achats in-app, vous voulez vendre du print sur l'application. Quand on voit que Vente Privée fait 70% de ses ventes sur mobile, on pourrait se dire il y a quelque chose à faire sur la presse et il y a peu de gens en éditeur de presse qui vendent du print sur téléphone à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que je dis on ne veut pas effacer le print non plus malgré tous nos outils. Et on apporte une expertise. Par exemple, peu de gens savent que quand on tape Will Smith sur le moteur de recherche de son téléphone, il y a une application de cinéma qui ressort, il y a Google, il y a Wikipédia. Et ben normalement, il y a aussi un contenu d'article de votre application que nous, on a crawlé, qu'on sait, puisqu'on a l'application, qui ressort et qui peut réengager vos utilisateurs. Donc ça, c'est des choses que certains développeurs ou certains freelances ne proposent pas parce que c'est une expertise, parce que c'est long, parce que ça demande des devis supplémentaires. Et nous, on internalise un petit peu tout ça, donc on a des coûts relativement compétitifs sur ce genre de développement. Donc ça, c'est un peu l'aspect technique. D'un point de vue utilisateur, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente des modes de consommation qu'on connaît et puis qu'on connaît un petit peu moins. Donc on a le voir qui est la représentation PDF dans une liseuse. On a le mode article qui est donc la consommation de l'article séparé du PDF dans une vue propre. Et on a le mode playlist. Bonjour. On a le mode playlist qui permet donc, grâce à du machine learning, de transformer tous les articles textuels en mode audio. Alors, pour montrer quelques secondes à quoi ça représente, hop, voilà. Donc ça, c'est le mode PDF, j'ai envie de dire, que vous connaissez. Il y a plein de gens qui font des liseuses, c'est super. On peut zoomer, dézoomer. On a les petites vignettes sur le côté. On a la table des matières qu'on extrait nous-mêmes automatiquement. Et on est capable d'avoir le mode article avec Internet qui gère comme il peut. Voilà, donc ça c'est dans une liseuse PDF inclus que nous, là j'ouvre en plein écran mais que vous pouvez intégrer comme une vidéo YouTube au sein de votre site. Ça veut aussi dire que vous pouvez sortir, alors ça marche en responsive, même si on l'a en natif, ça veut aussi dire que vous pouvez sortir les articles dans une liseuse dédiée, donc vous pouvez avoir par exemple les articles qui sont hors PDF et vous pouvez sortir aussi cet article-là. Et tout ça s'intègre en plein écran ou au sein de votre site. Donc on peut se retrouver à avoir un article qui n'a pas envie, sur votre site, qui n'a pas envie de montrer la liseuse PDF en premier, mais qui quand même a un lien embarqué comme une vidéo YouTube de votre player. Vous remarquez qu'il y a le petit bouton play, c'est des options, ça s'active, ça se désactive. Les couleurs, les logos, tout ça se met en fonction de l'éditeur de presse, mais le petit bouton play, c'est parce qu'on peut activer aussi le mode audio au sein des liseuses directement. Mais on le retrouve sous forme de player. Alors on a voulu ça un peu comme une application de podcast ou de musique. La table des matières, c'est l'album. Chaque musique, c'est l'article. Vous l'avez vu et revu.
Si je vous montre un exemple, par exemple, d'audio. Hop. Bienvenue au Moulin Rouge, par Camille Larbet. 1889 restera une très grande année pour Paris. D'abord, c'est l'inauguration le 15 mai de la Tour Eiffel à l'occasion de l'Exposition universelle. C'est aussi l'ouverture le 6 octobre d'un nouveau cabaret sur la place Blanche, dans le quartier Pigalle, où les Parisiens et les Parisiennes ont l'habitude de faire la fête, le Moulin Rouge. Un cabaret haut en couleur. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu. Après, on pourra vous montrer plus en termes d'audio tout ce que ça représente. Mais l'idée, c'est que j'ai littéralement pris le PDF, mis dans la moulinette et il ressort de l'audio. Derrière ça, nous, on travaille avec différents titres de presse en termes de discussion de quels sont les besoins pour adapter cet audio avec des algorithmes. On a créé des profils de lecture. On ne lit pas une recette de cuisine comme on lit un article de dossier ou autre. Et là, c'est pur. C'est pris et sorti tel quel, mais si on signe avec un éditeur qui souhaite proposer de l'audio sur son site, on va discuter de c'est quel type d'article, et donc on va y appliquer des profils de lecture différents, des ponctuations différentes. On est capable d'avoir des voix hommes, des voix femmes, on est capable de personnaliser la voix pour donner une chaleur différente à chaque titre de presse. Donc imaginez qu'un Paris Match et un Elle et un Society ne se lisent pas de la même manière. On est aussi capable d'avoir un mode interview, parce qu'on a tagué différemment nos articles, on sait qu'il y a une personne qui pose une question, une personne qui y répond, avec des voix différentes donc, qui donne un peu plus de dynamisme. On est capable d'y intégrer des sons pour réengager l'utilisateur à l'écoute, parce qu'on sait qu'une application audio avec du long terme, même un audiobook, peut être fatigant à l'écoute. Et du coup, intrinsèquement, on est capable d'y mettre des annonces publicitaires pour certains éditeurs qui ont des annonceurs qui vous souhaitent faire similaire à du podcast. Donc il y a un mode de financement à réfléchir derrière. Pour la petite nouveauté qui est moins présentée habituellement, mais là que j'en profite, donc ça c'est un magazine Lire par exemple, qui a une table des matières, et dont on a passé une nouvelle moulinette, qu'on appelle Press Translate, parce qu'on adore les noms marketing, qui a traduit automatiquement tous les articles, et qui est capable de générer de l'audio en anglais. On en est au stade où la qualité de traduction est assez propre pour que certains nous disent on va engager un relecteur qui est capable de traiter ce qui sort, mais si c'est assez qualitatif, on le garde et on peut même envisager du print un jour. Donc c'est plutôt intéressant, si je vous fais écouter. The editorial by Baptiste Liger. When he published Cite de Vers in the mid-1980s, Paul Auster had no idea that the title of his novel would, one day in September 2001, take on a very special meaning. Many writers have spoken of the fall of the Twin Towers. But this tragedy should not obscure the history of the city. From Manhattan to the Bronx via Staten Island, New York has never ceased to inspire authors who have described its slums as its places of opulence. Alors de la même manière que pour le français, on peut faire des accents canadiens si vous le souhaitez, on peut faire différents types de ponctuation, c'est encore une fois quelque chose qui est très brut en l'état, mais avec forcément, je ne vais pas faire ça pour tous les titres de démo, mais qui peuvent être adaptés avec des profils de lecture, avec des profils de ponctuation, et tous ces éléments-là. Hop, si je reviens... Touc. Donc ça, c'est les trois grosses briques qu'on propose actuellement. Vous avez déjà entendu de l'audio il y a plein de gens sur ce salon qui font plein de choses ultra intéressantes. Qualitativement, nous, on n'en est pas mécontents. Après, il y a forcément des gens qui le font peut-être un tout petit peu mieux ou un tout petit peu différemment. Nous, l'avantage qu'on voit, c'est que, de par ce que j'ai présenté avant, on est branché à la fin du tunnel d'achat sur votre gestionnaire d'abonnement qui connaît votre PDF, vous connaissez ce système de liseuse et on vous amène jusqu'à de l'audio. Et c'est quelque chose qui est parfois dur quand on vend des choses comme on est capable de transformer du texte en MP3. Mais alors le monde de la presse on connaît moins, ou alors va falloir le brancher avec 7 prestataires différents, le stocker, etc. De la même manière, on est capable de prendre vos audios. Donc le player que vous avez vu, avec la même sécurisation des fichiers, avec la même gestion d'outils de lecture, on est capable de prendre des audios parce que vous avez un studio d'enregistrement, des investissements qui ont été faits avec des journalistes qui lisent leurs articles, et on les intègre au milieu d'articles automatisés ou à la place d'articles automatisés. Donc c'est des choses qui sont envisageables et qui, à nos yeux, proposent une expérience et utilisateur et d'intégration et de migration qui peut faire peur des fois, plus simple et plus complète. On n'a pas vocation à proposer ça et se dire bon ben voilà, on est cool, on fait des liseuses et s'arrêter là. Donc nous, notre but, c'est quand même de faire un peu bouger les choses.
positivement ou pas, on n'est pas là pour vendre du gadget. On a vocation à aller chercher un peu juste des nouvelles manières de consommer, comme on est allé chercher de l'audio. Aujourd'hui, on fait des assistants vocaux, donc on branche l'audio que je vous ai fait écouter sur des Alexa, sur des Siri et des Google Assistants, avec cette idée que l'audio peut apporter une consommation de lecture intéressante sur des jeunes qui sont hyperactifs, sur des personnes plus âgées ou de l'accessibilité pour des personnes qui ont du mal à lire. Mais pourquoi l'arrêter sur une interface web ou une interface de mobile? On peut la brancher sur... actuellement, en France, ce qu'on entrevoit, c'est des petites enceintes, les petites boules qui ont dit Alexa, allume-toi, etc. Mais on est déjà en train de discuter avec des constructeurs automobiles, se dire que quand je rentre dans une voiture, je peux dire 10 BMW, continue à lire mon article de public. Généralement, les voitures connaissent les téléphones. On a des éditeurs de titres de cuisine qui nous disent en Corée, il y a des frigos connectés, ça va arriver en France. On leur dit peut-être. Nous, on va au CES en janvier, puis on va aller essayer de voir ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller le brancher. Et l'avantage, c'est que c'est pas ça que je vous vends. Ce que je pense, c'est que c'est un seul wagon technique qu'on rajoute à toute cette chaîne dont j'ai déjà parlé. Donc, si après-demain, il y a de la réalité augmentée, je vais vous montrer ce qu'on joue sur les week-ends à faire. Ça a encore de la R&D, mais c'est quelque chose qui se brancherait avec tout ce dont j'ai parlé avant et qui n'est pas une intégration d'un énième prestataire avec une énième migration, etc. Dans un avenir encore plus lointain, on regarde la réalité virtuelle parce qu'on se dit qu'un jour, il y aura peut-être des casques dans les maisons, mais pour le moment, on cherche des cas d'utilisation, peut-être découvrir de la presse, se rendre compte qu'il y a 40 titres de moto en France et pas juste 3, et refaire découvrir un peu les kiosques qui ont tendance à mourir en physique, mais peut-être pour s'abonner à du print, on ne sait pas. D'un point de vue réalité augmentée, juste pour vous montrer une petite démo de ce qu'on fait quand on s'ennuie les week-ends, l'idée c'est vraiment de marier le papier physique et de prendre son téléphone et puis de scanner, de se dire que voilà, je peux intégrer de la vidéo, demain je peux intégrer un dinosaure en 3D qui sort d'un petit quotidien ou une interview audio, ou simplement une redirection vers un site web. Mais c'est vraiment de se dire que on a des possibilités d'évolution dans la consommation de la presse sans perdre la qualité rédactionnelle du print et sans partir dans des migrations techniques extrêmement compliquées. On peut réussir un peu à aligner tous les wagons et à arriver à des nouvelles expériences utilisateurs qui, potentiellement, du coup, j'en reparlerai un peu, mais dynamisent des offres d'abonnement et se dire on dépasse le stade de le digital est couplé au numérique et c'est au papier, c'est un PDF simple. J'en parle un petit peu parce que je pense que ça a l'air intéressant par rapport aux discussions qu'on a eues avec différents éditeurs. On a des analytics complètes auxquelles on vous donne accès. Ça veut dire qu'on dépasse le simple stade de dire le PDF a été téléchargé 8000 fois. On est capable de vous dire sur quelle plateforme, combien de temps il est passé sur telle page, tel article, tel format, donc mode article, mode PDF, mode audio, qu'est-ce qu'il écoute. On vous y donne accès sans restriction via un dashboard. On vous permet d'exporter sous plein de formats tous ces analytics. On n'a pas encore vocation à faire du data analyst, à vous dire, regardez, il y a un segment de population qui lit, ça pour le moment on vous laisse le faire. Par contre, on est déjà en train de discuter avec différents systèmes d'analytics pour se dire, tous les éditeurs de presse utilisent des systèmes différents, même un Google Analytics peut être utile, et est-ce qu'on ne peut pas se brancher dessus? Mais c'est toujours en discussion de voir, une fois qu'on vous fournit toutes ces briques techniques, je parlais même des assistants vocaux, qu'est-ce que vous voulez créer? Parce que demander à Alexa de se lire son magazine, ça peut aller plus loin aussi. On peut créer, par exemple, pour des recettes de cuisine, des timers ou des choses comme ça. Et bien, les analytics, c'est pareil. Et tous nos outils, globalement, sont pareils. Une fois qu'on vous fournit ces briques-là, qu'on a envie de les faire évoluer, quelles sont les suggestions éditeurs et où est-ce qu'on peut amener ces outils? Je parle un petit peu de sécurité. Alors ça dépend des éditeurs. Certains nous disent que dès qu'il y a le PDF qui est sorti en ligne, il est perdu et piratable. C'est possible. Nous, on essaye quand même d'embêter un peu tous les pirates. Donc on chiffre toutes nos données. Nos liseuses sont pas inviolables parce que rien ne l'est, mais à part prendre un screenshot, c'est assez compliqué de télécharger les PDF. Pareil sur mobile, même si on route ses téléphones ou qu'on est un petit malin, un petit geek, on protège les contenus. Et ça nous semble important parce que même si le PDF peut être perdu dès que c'est mis en ligne, il y a des contenus audio maintenant, il y a des contenus articles, peut-être que demain il y aura des contenus 3D ou des contenus vidéo. Donc on a pris les premières mesures, toutes les mesures nécessaires dès le début et ça donne aussi une flexibilité, notamment via les clés API et accès limité en termes techniques, parce qu'on peut aussi débloquer des choses et donc pas se dire qu'on est enfermé, comme je parlais de la semaine de la presse à l'école, enfermé dans un paradigme de il n'est pas abonné, il n'y aura pas accès. Demain, on peut donner accès à une population complète en France pendant 2 jours parce que vous avez un salon ou un événement spécial. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'on était capable de proposer. Juste pour vous donner une idée un peu de ce que ça représente en termes de coûts.
Je parlais de ce qui existe en 2021 en termes de liseuses et de choses comme ça. Nous, on considère que, parce qu'on a viapresse.com, qu'on l'utilise en interne, qu'on est généralement en partenariat et alliance avec plein d'éditeurs, tout le monde retrouve ses petits. Donc on a des frais de setup à 2 000 € fixes. Ce n'est pas des frais d'exploitation, ce n'est pas des frais de renouvellement. Ça vous donne accès au flux de données API dont je parlais, à la liseuse web, à la version mobile, donc pas le développement d'app, mais vraiment la brique que vous pouvez intégrer dans votre app, aux analytics, et alors un press library, encore une fois non marketing. C'est pour certains éditeurs nécessaire parce qu'ils ont développé un site complet, mais ils n'ont pas la section Ma bibliothèque. Donc c'est une fois qu'on est à le tunnel d'achat, que je suis abonné, se brancher à nos API ou brancher un gestionnaire d'abonnement est compliqué, nous on est capable d'absorber ça, de le templater aux couleurs de l'éditeur, et le Ma bibliothèque tombe chez nous, mais intégré dans leur site. Ça, voilà, c'est ce qu'on propose en fixe. Donc, pour ne pas citer de concurrents, on est capable de remplacer des systèmes de liseuses actuellement pour ces frais-là, dans des délais de ce qu'on voit avec les éditeurs actuels d'environ 2 mois sur nos vitesses à nous. Les vitesses des prestataires éditeurs sont un peu différents. Mais le but, c'est de se dire que si vous pouvez avoir la même chose que ce que vous connaissez maintenant, mais que vous pouvez y brancher tous les wagons techniques dont j'ai parlé après, il y a un intérêt de se dire que la première phase, à savoir retrouver du ISO, n'est pas censé vous coûter un bras parce que, encore une fois, on l'exploite sur viapresse.com, on s'y retrouve et on n'est pas là pour s'arrêter au PDF et au mode article. On veut aller un peu plus loin. Voilà, donc après, tout ce qui est l'audio, la voix et même la réalité augmentée un jour, etc., c'est des choses qu'on pourra discuter en termes de coûts après parce qu'il y a toujours des devis globaux, mais on a entendu 2-3 prix dans ce salon. Nous, on est à peu près sur 400 € pour un titre à transformer en audio complet avec extraction des textes, etc. Sur des mensuels. Donc voilà. Et pour le moment, on est parti sur des choses où on ne compte pas le nombre de pages. Donc un mensuel de 300 pages n'a pas d'impact sur le prix. Par contre, ce que vous nous confiez en termes de type de migration peut en avoir, puisque s'il y a des applications incluses, etc., on peut revoir un projet de dynamisation numérique globale avec vous. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on était capable de faire. Je peux montrer encore plein de démos après, si vous voulez, ou répondre à des questions. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai mal expliquées ou que vous souhaitez creuser un petit peu, parmi le nombre impressionnant de personnes qui sont là ce soir. Et puis j'espère que sinon, ça vous a intéressé. Et montrer des perspectives qui, encore une fois, ne réinventent pas la roue, mais qui ont un intérêt à être branchées sur ce que les éditeurs de presse connaissent actuellement.